Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Félix Tshisekedi dit non à Anthony Blinken et Joe Biden. Je vous ai dit la dernière fois que Tshisekedi avait parlé avec Anthony Blinken. C'est-à-dire qu'Anthony Blinken avait appelé Tshisekedi. Ils ont eu un entretien téléphonique. Parce que chaque fois, j'expliquais que chaque fois que le Congo commence à reprendre un peu le dessus, alors les Américains, Anthony Blinken surtout, et quand ce n'est pas ça, c'est Joe Biden lui-même qui fait pression sur Tshisekedi, qui demande à Tshisekedi, qui impose un cessez-le-feu. Et ça permet à Paul Kagame de se réorganiser. Ça permet aux Occidentaux d'étudier comment ils vont faire pour renforcer l'équipe de Paul Kagame, donner des armes et tout, mettre en place une autre stratégie, occuper les terrains, les territoires, ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça. Au temps de Kabila, ce que les Occidentaux faisaient, les États-Unis faisaient, ils imposaient un cessez-le-feu, ils négociaient et on prenait tous les Rwandais qui combattent du côté des Congolais corrompus, les Congolais qu'on a mis pour faire la figuration, hein, corrompus d'ailleurs, et les traîtres de la nation, on les introduisait tous dans l'armée. Et ils étaient reconvertis maintenant en administrateurs ou militaires de l'armée ou de l'administration congolaise. C'était toujours comme ça. Et donc, quand on introduit un lot, maintenant, Kagame crée encore une autre rébellion. On change seulement de nom. Mais en fait, c'est la même rébellion. On change de nom et maintenant, cette nouvelle rébellion aussi, après quelques mois, demande la négociation. Et quand ils vont aux négociations, ils font les mêmes causes, produisent les mêmes effets. On demande à ce que ces rebelles-là puissent être reconvertis dans l'armée, dans l'administration. Donc, on les introduit, ce qu'ils appellent eux, la réinsertion, on les insère dans l'armée et l'administration. Et le nombre donc de Rwandais au sein de l'armée et l'administration augmente. La prochaine fois, il va encore faire ça. Avec Kabila, il y a eu au moins 3 ou 4 séries, justement, d'accords, qui ont permis à ce que l'armée congolaise, qui avait déjà été infiltrée depuis l'époque de Kabila, le père, quand Kabila le père est venu, il est venu avec les Rwandais, jusqu'à ce que, quand il a compris que, mais attendez, ceux-là qui sont en train de venir là, ce ne sont pas des gens sérieux, et c'était trop tard. Il avait déjà empoisonné son armée et son administration. Puisque vous savez que au temps de Kabila, le père, son premier chef d'état-major général de l'armée était un Rwandais, 100%, qui d'ailleurs après était ministre de la Défense de Kagame. Et son premier ministre des Affaires étrangères était aussi un Rwandais. Donc ils avaient pris les postes clés de la Défense et l'armée, le contrôle de l'armée et les affaires étrangères. Pour expliquer à l'étranger ce qui se passe, c'était un Rwandais qui partait expliquer les problèmes de la RDC. Et donc, il contrôlait tout le pays. Et quand Kabila le père a commencé à se rendre compte, il a commencé à les virer. Là, la situation a commencé à s'aggraver, la guerre a commencé intensément, ainsi de suite. Et quand Kabila le fils arrive, puisque Kabila le fils en fait n'est pas congolais, c'est un étranger, c'est un Rwandais. Lui aussi, ce qu'il a fait, c'est que il a balayé tout ce que le père avait commencé à mettre en place, et puis il a renforcé justement la présence des Rwandais dans l'armée et dans l'administration. Et quand Tshisekedi arrive, depuis un certain temps, il demande à Tshisekedi de négocier. Parce que le deal, c'était que Tshisekedi vient, c'est lui qui va finaliser le processus pour donner les terres aux Rwandais. Vous allez remarquer une chose, c'est que
Kabila, quand il parle de l'ennemi, il ne cite jamais le nom. Il ne cite jamais le nom du Rwanda, il ne cite jamais le nom de l'Ouganda, il ne cite jamais le nom du Kenya, il ne cite jamais le nom d'aucun pays qui menace la sécurité de la RDC. Il dit tout simplement qu'il y a des ennemis, nous sommes en guerre, donc le problème de la Constitution, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est assurer la sécurité. Quand on lui demande, mais la sécurité, qui est notre ennemi? Il ne sait pas, il dit que ce sont des Congolais. Et quand on lui demande, mais comment il faut faire pour assurer la sécurité? Non, il faut négocier. Il faut négocier comme lui il faisait, c'est-à-dire que faire exactement ce que lui il faisait, afin de, mais bien sûr, empoisonner l'armée congolaise, hein, infester l'armée congolaise, contaminer l'armée congolaise, des morpions de cette armée, de Paul Kagame, de l'Ouganda, ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est la particularité. Écoutez bien, que ce soit Kabila, que ce soit Katumbi, qui sont tous des étrangers, vous allez entendre le même narratif. Vous allez entendre ce narratif aussi au niveau des Congolais, notamment le père Ambongo, l'évêque de Kinshasa, et vous allez l'entendre aussi de la bouche de, comment vous appelez ce type-là, le docteur Mukwege, ou l'autre, le Congolais là, qui aurait gagné la première élection, Martin Fayulu. Vous allez entendre le même vocabulaire. Donc, parce qu'ils sont ensemble, leur problème, c'est faire en sorte que Kabila négocie, et plutôt Tshisekedi négocie, et que, bon, Kagame puisse avoir la possibilité d'introduire encore des Rwandais dans l'armée congolaise qui vont faire le même travail, et puis va créer une autre rébellion. Ainsi de suite, parce qu'il veut occuper l'armée congolaise. Oui. Mais ce que Tshisekedi a fait, il a pris du temps, 5 ans quand même, pour former près de 80 000 Congolais. Ce sont ceux-là qui sont en train de mener maintenant les combats là. Parce que la première équipe là, les généraux, colonels et autres, tous sont soit corrompus, sont soit rwandais, pour la plupart. Donc à près de 60%. Donc quand Tshisekedi arrive, il ne peut rien faire. Maintenant là, Tshisekedi vient de changer une autre équipe qui est en train de marquer des points. Alors, les États-Unis appellent encore Tshisekedi pour dire non, il faut le cesser le feu. Chaque fois, le Rwanda a occupé, comment vous appelez ça, la région ou le territoire de Rutshuru, le territoire de Kanyabayongo, le territoire de Lubero, Alibongo, le territoire d'Alibongo, tous ces territoires-là, les 5 territoires que le Rwanda a occupés, c'était pendant les cessez-le-feu. Eux, pendant qu'il y a le cessez-le-feu, Tshisekedi demande à son armée de respecter le cessez-le-feu, eux, ils sont en train de rentrer. Eux, ils sont en train de rentrer. Eux, ils sont en train de rentrer. Maintenant, cette fois-ci, Tshisekedi a trouvé des militaires qui ne veulent plus, parce que dernièrement, les militaires ont dit, nous, on n'accepte plus le cessez-le-feu là. Nous voulons maintenant se battre. Et Tshisekedi est obligé. Et là, Blinken vient encore, comme d'habitude, pour demander à ce qu'il y ait le cessez-le-feu. Mais pourquoi Blinken ne demande pas le cessez-le-feu en Palestine? Pourquoi Blinken ne demande pas le cessez-le-feu au Liban? Pourquoi Blinken ne demande pas le cessez-le-feu en Syrie? Pourquoi Blinken ne demande pas le cessez-le-feu en Ukraine? Vous voyez comment ces gens sont méchants, ce sont des criminels. Il n'y a rien d'autre à faire, ce sont des criminels. On ne peut pas les appeler autrement que des criminels. Et donc, quand il fait pression, cette fois-ci, Tshisekedi dit, mais moi, j'étais à Luanda. J'étais parti pour signer les accords du retrait des soldats rwandais et qui serait suivi par, accompagné d'un cessez-le-feu. Kagame a refusé de venir. À la dernière minute, il dit, moi, je ne pars pas. Et donc, ça entraîne ce que ça a entraîné. Donc, Kagame, cette fois-ci, Tshisekedi dit, moi, je ne veux pas signer les accords. On n'a pas besoin d'ailleurs de signer des accords. Si lui, il décide de retirer, les accords sont déjà là, il n'a qu'à signer et puis il commence à retirer ses troupes. S'il retire ses troupes-là, le cessez-le-feu s'imposera immédiatement. Parce que moi, je ne suis pas parti à Kigali. Moi, je suis chez moi. Vous ne pouvez pas m'interdire de me défendre. Je dois me défendre face à l'occupation.
Donc cette fois-ci, moi, je ne veux pas entendre votre histoire de négociation ou de cessez-le-feu. Si Kagame veut le cessez-le-feu, Kagame n'a qu'à demander à ses troupes de se retirer de la RDC et le cessez-le-feu s'imposera de façon naturelle. On n'aura même pas besoin de revenir ici à Luanda. Il n'a qu'à signer, lui, les accords. S'il signe, moi je viendrai aussi mettre ma signature parce que ces accords prévoient le retrait de ses troupes. Mais en entendant, avant qu'il ne signe, là, nous on va continuer à se protéger. Voilà ce que Tshisekedi a dit à Blinken, comment il a bloqué Blinken. Anthony Blinken, aujourd'hui, s'est fait avoir cette fois-ci par Tshisekedi, lui a dit ses 4 vérités. Si vous voulez un cessez-le-feu, si Kagame veut un cessez-le-feu, ça c'est pas un problème, il n'a qu'à partir en Angola, il signe les accords, et puis moi, je viendrai aussi signer les accords. Maintenant, s'il retire ses troupes, parce que les accords prévoient le retrait, il retire ses troupes, il n'y aura pas de problème. Maintenant, avec le M23, nous n'allons pas négocier, parce que le M23, ce sont des Congolais. Puisque ce sont des Congolais, moi je ne vois pas pourquoi, ce qui concerne le M23, je vais négocier avec Kabila, plutôt Kagame. Kagame demande à ce que moi je puisse négocier, m'engager à négocier avec le M23 pour que lui puisse signer les accords. Moi je ne négocie pas avec le M23. J'ai négocié avec lui. Les 2 ministres des Affaires étrangères ont traité le dossier. Ils ont préparé les accords de paix. Et moi, j'étais prêt à venir les signer. Lui, Kagame dit qu'il ne va plus signer. Et puis bon, il préfère la guerre. Et ce qui est pire, c'est que pendant qu'il est en train de demander un cessez-le-feu, il est en train d'envoyer des renforts. Il continue à envoyer des renforts en RDC. Et nous n'allons plus laisser ces renforts-là rentrer chez nous et puis danser comme d'habitude. Cette fois-ci, nous allons opposer une résistance. Et donc, tant pis pour lui, pour ceux qui sont en train de tomber sur le terrain, parce que effectivement ils sont nombreux. En fin de compte, on a découvert que Paul Kagame est en train de demander le cessez-le-feu pour lui donner du temps de former encore d'autres troupes, de se réorganiser avec les autres pays. Il n'a qu'à se réorganiser, puisque il préfère retirer toutes ses troupes pour le reste de ses troupes, parce que dans le Nord Kivu, il a perdu trop d'hommes. Il y a des moments où par jour, il en perd 100. Par jour. Ah oui, par jour. Et il n'en a pas des milliers, parce qu'il n'en a pas. Ce n'est pas une armée de 100 000, 200, 300 000 hommes. Vous voyez? Parce qu'il ne peut pas entretenir 200, 300 000 hommes. Ça, c'est clair. Donc, il en perd 200, 300 par jour. Il perd des généraux. Donc, il veut maintenant regrouper. En ce moment, il est en train de s'organiser pour attaquer maintenant dans le sud. Il veut regrouper toutes les forces, quitter le nord pour aller dans le sud, s'organiser pour que, à partir du sud, là, ils attaquent, ils occupent des aéroports afin qu'ils puissent envoyer maintenant des matériels plus sophistiqués, aériens, venir installer sur le territoire congolais, et des drones et tout, et puis maintenant revenir encore attaquer le nord. Et malheureusement pour lui, les autorités congolaises sont maintenant au courant de cette stratégie où ils veulent regrouper. Ils font à peu près comme les terreaux sont en train de faire dans le Sahel. Quand ils voient qu'ils sont en train de prendre trop de coups, perdre trop d'hommes, maintenant le peu qui reste là, ils préfèrent les organiser, les mettre tous ensemble, les différents groupes se réunissent, et puis ensemble, ils créent un mouvement et ils attaquent une partie seulement, afin d'occuper un territoire donné et contrôler ce territoire-là bien, pour maintenant s'organiser sur le territoire et puis lancer maintenant des offensives. C'est exactement ce que Kagame est en train de vouloir faire dans le sud maintenant. Il veut faire croire qu'il est en train de retirer ses troupes, mais il les amène maintenant dans le sud. Et dans le sud, là-bas, il a beaucoup des hommes, des Ougandais, qui l'attendent. En ce moment, Kagame demande le cessez-le-feu. Il est en train de recruter dans les camps des Congolais, hein, dans le camp des réfugiés, en Ouganda. Il va en Ouganda, il recrute beaucoup de gens dans les camps des réfugiés, des Congolais et des Hutus, Hututis, qui ont fui la guerre au Congo, la guerre au Burundi et la guerre au Rwanda. Parce que, pour la petite histoire, c'est que la plupart
des Congolais, des Rwandais et Burundais qui sortent du pays pour aller en Europe et au Canada passent surtout depuis certaines années par l'Ouganda. Il y a des camps de réfugiés là-bas pour les recevoir. Et puis maintenant, c'est de là-bas qu'ils prennent des procédures avec le HCR pour les aider à sortir du pays et aller venir aux États-Unis, en Ouganda, et plutôt au Canada et en Europe. Donc maintenant, ce que Kagame est en train de faire, il va dans ces camps de réfugiés-là pour faire des recrutements. Et puis leur donner une formation rapide pour qu'ils viennent maintenant combattre dans le sud d'abord et aussi après maintenant dans le nord. C'est pour ça qu'il demande le cessez-le-feu. Parce que le temps de recruter et de former, il a besoin d'un laps de temps puisqu'il a perdu beaucoup d'hommes. Voilà, c'est l'objectif. Mais, manque de peau pour lui, cette fois-ci, Tshisekedi a dit, nous ne laisserons plus, nous allons nous protéger, nous n'allons plus laisser notre territoire être occupé. Et Tshisekedi aussi sait, parce que la population, les populations congolaises là, ont chassé les militaires, hein. Avant que Tshisekedi ne fasse des remaniements là, les militaires, les Congolais ont chassé les militaires dans le nord Kivu, dans certaines localités. Les populations disent, nous on ne veut pas de vous, parce que vous venez, et puis après vous, on voit que nous on a l'espoir, on vient chez nous, une semaine, 2 semaines plus tard, on est obligé de partir encore en exil, parce que vous avez fui de combattre contre les Rwandais. Vous voyez le problème? Et Tshisekedi a dit clairement à Blinken que moi, si je signe encore, si je vais encore vers un cessez-le-feu là, mon peuple là va se soulever contre moi. Et donc ça, là, je ne veux plus de ça. Tshisekedi est conscient. Parce que Tshisekedi n'a pas changé l'équipe parce qu'il le voulait. Tshisekedi a été contraint par la population de changer cette équipe-là parce que cette équipe-là ne combattait pas, cette équipe-là respectait le cessez-le-feu. Voilà ce qui a fait que Tshisekedi puisse prendre une position ferme vis-à-vis de Anthony Blinken. Et nous saluons cette position. J'espère qu'il va maintenir cette position au moins jusqu'au départ de Joe Biden. Parce que le 20, c'est dans 3 semaines. S'il quitte, à ce moment, nous allons peut-être trouver un peu plus de hope, le temps que Trump puisse s'organiser, chercher à voir comment il peut régler cette affaire-là. Mais je dis aussi que nous ne devrons pas compter sur les Américains, même si c'est Trump. Ne comptez pas sur eux. Ce sont tous des bandits. Ils ont tous qu'une seule chose, comment s'occuper, gérer l'Afrique, balkaniser la RDC. Là, c'est que ce soit Trump, que ce soit les autres. Il y en a qui viendront avec d'autres méthodes, mais l'objectif final, c'est ça. Donc, Tshisekedi doit faire tout. Équiper son armée pour que, en ce net moment-là, qu'il fasse le maximum de récupération des terres pendant que l'autre est là. Et quand Trump viendra, eh ben, on va négocier sur d'autres bases. Soyez bénis.